Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Bienvenue à notre 26e webinaire qui sera animé aujourd'hui par Monsieur Kabiru Ouedraogo et modéré par Madame Stella Ouenou-Vodounon. J'aimerais déjà vérifier s'ils sont là. Monsieur Ouedraogo, vous êtes là? Madame Ouenou? Oui, présente. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo? Je suis là. Bonsoir. Soyez tous les bienvenus à ce webinaire hebdomadaire du Café des Alliés. Pour commencer ce webinaire, permettez-moi de partager ce proverbe africain qui dit « L'ignorance coûte plus cher que le savoir ». Ce proverbe illustre bien l'importance d'une bonne maîtrise des règles en général. Dans le cadre des organisations, même celles à but non lucratif, une parfaite connaissance des règles fiscales contribuerait à assurer la pérennité et un impact plus fort. Je suis Ciencia Stella Sema Ouenou-Vodounon. Je suis comptable de formation et responsable du département expertise comptable au sein de la société d'expertise comptable Fidali. L'honneur est mien ce soir de modérer ce 26e webinaire du Café des Alliés aux côtés d'un expert, Monsieur Abdoul Kabirou Ouedraogo, auditeur comptable et fiscaliste. Il est chef de mission à Cefisco International. Monsieur Ouedraogo intervient également dans la rédaction de Business Plan, la formation sur les logiciels comptables et l'assistance aux contentieux fiscaux. Il va nous éclairer sur les obligations fiscales, les exonérations possibles et les meilleures pratiques pour assurer une conformité optimale. Avant de lui laisser la parole, je donne quelques précisions. Nous vous prions de bien vouloir vous assurer que votre micro et votre caméra sont fermés durant toute la présentation. Veuillez ne pas partager votre écran. Vous pourrez intervenir à la fin de la présentation pour vos apports, vos partages d'expérience et pour vos questions. Mais pour cela, il faudra lever la main à l'avance. Il est également possible de poser des questions directement dans le chat au cours de la présentation. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Ouedraogo pour sa présentation sur le thème « Fiscalité applicable aux associations et projets de développement ». Monsieur Ouedraogo, vous avez la parole. Bonsoir, Madame Guédini. C'est avec un plaisir que j'échange avec l'ensemble de la communauté des alliés ce soir sur le thème la fiscalité applicable aux entités à but non lucratif. Comme le veut, c'est une session d'échange et de partage vraiment d'expérience. Parce que la fiscalité applicable aux entités à but non lucratif n'est pas très loin de la fiscalité qui est applicable aux entreprises. Mais étant donné que nous sommes dans un contexte où nous avions des structures qui, du fait de leur activité, ils n'ont pas affaire à l'administration fiscale au jour le jour comme les entreprises. Souvent, on est dans une dynamique là où les associations ou les entités à but non lucratif, de façon générale, ne remplissent pas leurs obligations fiscales. Alors que le rôle d'une association première est de contribuer au développement et au bien-être. Et la contribution au développement et au bien-être dans une société va dans sa participation à l'édifice fiscal, c'est-à-dire un dispositif qui permet au mieux à l'État de collecter les ressources fiscales. Donc, les associations sont des structures qui regardent d'énormes potentialités en termes de fiscalité et dont l'administration met à concours pour la
collecte des impôts. Parce que comme on le sait, notre système fiscal est essentiellement déclaratif et c'est aux contribuables que l'administration demande de contribuer en faisant des déclarations fiscales. Donc, en ce sens, les associations ne sont pas en risque. Donc, la présentation que nous allions faire va porter sur 2 points essentiels, à savoir les obligations communes à tout type de structure en matière d'impôts. Aujourd'hui, au Burkina Faso, au regard de la législation fiscale en vigueur, quelles sont les obligations de toutes les structures? Et ensuite, nous allons vous présenter les obligations déclaratives et de paiement des associations. Donc, dans la présentation, nous allons évoquer les obligations communes et ensuite les obligations déclaratives et de paiement en matière d'impôts pour ce qui concerne les entités à but non lucratif. D'abord, qu'est-ce qu'une entité à but non lucratif? Donc, les entités à but non lucratif, c'est les entités qui ont été récemment visées par le SISBENEL, le système comptable et applique aux entités à but non lucratif. C'est un ensemble d'organisations qui, dans leur objectif, la recherche de profit ne fait pas partie. Donc, on a visé essentiellement les associations, les ordres professionnels et les partis politiques et les projets de développement, les différents projets de développement. Donc, c'est des entités, dans leur fonctionnement, dans leurs objectifs, il n'y a pas la réalisation du profit. Donc, dès lors que les entités ne sont pas ne sont pas dans l'optique d'une réalisation de profit, alors ils ne seront plus considérés au niveau de l'administration fiscale comme les autres types de structures. Parce que dans notre système fiscal, au Burkina, nous avions une hiérarchisation des niveaux d'imposition à travers d'abord ce qu'on appelle la contribution synthétique ou la contribution des micro-entreprises pour les très petites entreprises. On a le régime simplifié d'imposition pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 15 et 30 millions et entre 15 et 50 millions et les entreprises qui réalisent du régime normal d'imposition qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Donc, les entités à but non lucratif n'ayant pas pour vocation de faire du profit ni de faire du chiffre d'affaires se trouvent non classés. Donc, du coup, ils ne sont pas pris en compte en matière d'obligations fiscales comme les autres entreprises, comme les autres entités. Du coup, il y a eu la création de la direction des moyennes entreprises, la AFAC, qui s'occupe de ces types d'entreprises quand on est à Ouagadougou. Dans les autres provinces ou dans les autres chefs-lieux, ce sont les directions provinciales qui, auprès des directions provinciales, que ces entités font toujours leur déclaration. Donc, en notre cas, à Ouagadougou, quand vous êtes une association, vous êtes une entité à but non lucratif, vous devez vous immatriculer auprès de la direction des moyennes d'entreprise, Ouara C4, qui est située à Sankariari. Donc, c'est de là-bas que vous allez faire vos différentes déclarations. Mais le fait que vous n'êtes pas une entreprise ne vous exempte pas d'un certain nombre d'obligations. Donc, en matière d'obligations communes des associations, conformément aux articles 96.2, 96.5 du CGI, les entités à but non lucratif, à l'égard de toute autre personne morale, sont tenues d'identifier les bénéficiaires effectifs et de tenir un registre à cet effet à leur chaise ou leur lieu d'établissement. Ce registre doit faire l'objet de déclarations à l'administration fiscale dans un délai d'1 mois qui suit leur constitution et à la date d'anniversaire de leur constitution. Toute modification sur ce registre doit être notifiée au fisc dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire que quand l'entité à but non lucratif est créée, elle a l'obligation, comme toutes les autres entités, de s'immatriculer. Ça veut dire d'aller au niveau de la direction, de sa direction de rattachement et de demander un numéro fiscal. Donc, c'est pas quand on aura des activités à faire avec des entités qui exigent notre numéro fiscal que nous devons aller au niveau de la non. Dès lors que nous sommes une entité à but non lucratif, on crée une association, on doit aller s'immatriculer. Ça, c'est une obligation au terme de l'article, au terme de l'article 96.2 et 96.5 du Code général des impôts publics. Donc, dès lors que l'entité est créée, l'entité doit s'immatriculer. Ça, c'est une obligation. Et l'entité doit tenir le registre des bénéficiaires effectifs, qui est une obligation depuis la loi de finances 2022, qui oblige les entités chaque année à produire la liste des bénéficiaires effectifs. En fait, quand on fait le résultat, qui sont ceux à qui le résultat est destiné. Donc,
il est obligatoire, non seulement pour les entités à but lucratif, mais aussi pour les entités à but non lucratif, de tenir ces registres-là. Donc, selon l'article 561, point 1 du Code général des impôts, les contribuables peuvent souscrire auprès de l'administration fiscale à procédé électronique les déclarations fiscales dans les conditions fixées par un arrêté ministériel. En fait, depuis 2021, donc je disais que depuis bien avant l'année 2021, l'administration avait engagé le processus de digitalisation pour un peu dématérialiser les déclarations. Donc, depuis cette période, un certain nombre d'entités ont été invitées à faire leur déclaration par téléprocédure. Donc, ce qui fait qu'actuellement, presque toutes les entreprises souscrivent leurs déclarations sur la plateforme e-Syntax. Mais je trouve qu'il y a des associations qui continuent toujours de produire des déclarations manuelles et qui partent faire qui partent présenter, généralement dans les provinces. Mais en fait, au regard de l'article 561, alinéa 1, il est obligatoire pour eux de souscrire leur déclaration sur la plateforme e-Syntax. Et en fait, c'est une obligation qui facilite un peu la tâche des comptables et des fiscalistes. Parce qu'avant, quand on écoute un peu les aînés en matière de fiscalité, il fallait faire le rang. Souvent, quand il y a des problèmes de réseau, tu dois aller pratiquement à 6 heures pour aller faire une déclaration au cours de midi ou comme ça. Donc, si les entités sont immatriculées, ils peuvent bénéficier du numéro e-Syntax. Et à partir de ce numéro e-Syntax, ils vont remplir les formalités de déclaration, de télédéclaration et de télépaiement des différents impôts et taxes. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le droit de communication. Le droit de communication, c'est quoi exactement? En fait, dans la procédure fiscale ou dans le processus de contrôle des déclarations qui sont soumises par les différentes entités, l'administration peut exercer son droit de communication, qui consiste à quoi? Qui consiste à demander à une structure avec qui vous aviez eu affaire de lui communiquer un certain nombre d'informations. Donc, il se peut que une entité à but non lucratif ait, par exemple, on prend un exemple d'un projet de développement qui, dans son exécution, a eu à travailler avec beaucoup de fournisseurs. Entre-temps, l'administration peut adresser un courrier à ce projet pour leur demander tel fournisseur vous a facturé combien de fois. C'est-à-dire, il faut nous faire un peu le point des factures que ce fournisseur-là vous a adressées. Et en tant qu'association ou entité à but non lucratif, vous êtes tenu de répondre. C'est pas parce que c'est pas vous qui deviez payer l'impôt que vous devez ne pas répondre. Non. Vous-même, étant donné le fait que vous êtes exempté d'un certain nombre d'éléments, quand l'État vous demande, vous êtes obligé de communiquer. Donc, ne soyez pas étonné quand vous êtes dans une association 15 jours, vous recevez un courrier qui vous demande des informations sur un certain nombre de vos fournisseurs. Voilà, qu'est-ce que vous aviez eu à faire avec tel fournisseur, tel fournisseur, tel fournisseur. Il y a l'obligation d'exécution des ATD. Et l'ATD, c'est l'avis à tiers détenteur, suivant toujours l'article 603. Je pense que cette année et vers la fin d'année 2024, beaucoup d'entreprises ont suivi cette situation parce que avec la situation sécuritaire et avec le niveau des ressources, il y a eu vraiment, au niveau de l'administration fiscale, il y a eu une chute des recettes. Ça veut dire en matière de recettes, le coût de recouvrement n'était pas pour ça. Donc, il a fallu qu'il y ait des ATD pour pouvoir recouvrer. Et l'ATD, c'est quoi? Par exemple, vous êtes une association, vous aviez engagé, vous aviez un contrat avec un fournisseur donné et il doit vous livrer un certain nombre d'éléments. Il vous a fait la livraison et vous deviez lui payer. L'administration fiscale vous envoie un document pour vous dire que bon, vous devez à tel fournisseur tel montant, ne lui payez pas, payez-moi directement. Et vous savez qu'en matière juridique, l'État est prioritaire. Donc, si l'administration publique, si l'administration publique vous envoie un APD pour vous demander de lui payer au lieu de payer au fournisseur, vous, en tant qu'association ou projet, vous êtes tenu de payer directement à l'administration et de faire le point à votre fournisseur. Donc, c'est une obligation, c'est pas un choix.
Dès lors que vous aviez un ATD, vous êtes tenu de l'exécuter. Vous êtes tenu de l'exécuter. Donc, en matière de retenue à la source, ça, ce sont les obligations déclaratives, dont on va bien évidemment développer. Donc, maintenant, on va parler des obligations déclaratives et de paiement. Donc, quand on prend les associations, de façon générale, voici comment leurs obligations se présentent. Et après, on va faire le tout pour avoir toutes les obligations et les décortiquer ensemble. Donc, généralement, ils sont immatriculés au régime de non déterminé. Ils n'ont pas de numéro ici. Ils n'ont pas de numéro RCCM du moins. Ils n'ont pas de numéro RCCM. Donc, ils sont tenus à l'obligation de l'UTS, du prélèvement de 1% de l'effort de paie, de la retenue de l'impôt sur les revenus fonciers, des droits d'enregistrement, des droits de thème, de la retenue taxe de résidence, des retenues à la source sur les sommes versées aux prestataires résidents et non résidents, de la taxe sur la valeur ajoutée des retenues IRCL. Donc, l'UTS, c'est un impôt sur le revenu dû mensuellement par les salariés. Les salariés étant difficilement dissimulables et l'UTS étant une retenue à la source, il a toujours été un des impôts les plus rentables pour le budget de l'État. Donc, au terme de l'article 105 du CGI, il est institué au profit du budget de l'État un impôt unique sur les traitements et salaires. Donc, chaque fin de mois, les associations, avant de payer leurs salariés, doivent retenir l'UTS. Là où le problème se pose, c'est généralement souvent au niveau des projets où les gens veulent consommer totalement la ligne qui leur est donnée et ils oublient de reverser l'UTS. L'UTS, c'est une obligation. Et si vous ne retenez pas les UTS pour reverser, si en cas de contrôle ou bien même en cas d'audit, le cabinet peut notifier au bailleur pour lui signifier que non, vous n'avez pas opéré les retenues en matière d'obligation, les retenues en matière d'UTS. Et en fait, ces charges-là peuvent être rejetées par le bailleur. Donc, c'est une obligation pour une association, pour un projet, de retenir l'UTS sur les salaires versés au personnel. Bon, le régime de calcul des UTS, il y a bien évidemment les exonérations partielles et les exonérations totales. Vous avez sûrement entendu parler souvent d'exonérations partielles et d'exonérations totales. Les exonérations partielles concernent un certain nombre d'indemnités. En fait, l'État suppose que vous, dans l'exercice de vos fonctions, vous aviez dû engager des sommes que la société vous rembourse sous forme d'indemnités. C'est généralement les indemnités de logement, les indemnités de fonction et les indemnités de transport. Mais l'État se dit aussi que les sommes que vous aviez engagées là ne peuvent pas dépasser certains seuils. Donc c'est pour ça qu'il y a des seuils qui sont fixés pour ces différentes indemnités. Donc on part d'un seuil sur le salaire et un seuil fixe en termes de montant pour dire que bon, même si ça dépasse tel pourcentage du salaire, ça ne doit pas dépasser tel montant. Donc, au-delà, c'est frappé à l'impôt. On a aussi les exonérations totales. Et les exonérations totales, c'est là que c'est intéressant parce que, bon, en matière d'allocation familiale, d'allocation d'assistance à la famille, les pensions et retraites civiles et militaires ne sont pas assujetties à l'IPS. C'est-à-dire quand quelqu'un est en train d'aller à la retraite et qu'on calcule son indemnité de départ à la retraite, cette indemnité n'est pas frappée d'IPS. Mais c'est différent de l'indemnité de fin de contrat. Si vous percevez une indemnité de fin de contrat, cette indemnité-là est frappée d'IPS. Donc, l'indemnité de fin de contrat est différente de l'indemnité de départ à la retraite. Donc, vous deviez faire la part des choses. Voilà. Donc, les indemnités de licenciement, bien sûr, ne sont pas assujetties, font partie des exonérations. Donc, lorsqu'on les appointements des agents diplomatiques et consulaires et de nationalité étrangère pour l'exercice de leurs fonctions officielles au VTA, sous réserve de la réciprocité. On note enfin un abattement forfaitaire de 20% pour les cadres, 10% pour les non-cadres. Quand on fait le point, il y a des exonérations que l'État accorde. Quand vous êtes un cadre supérieur, l'État dit, bon, quand on prend votre salaire, au moins s'il y a 20% sur lesquels on ne va pas appliquer, on va exonérer de l'IPS et l'autre là va faire partie
la base de calcul de l'IPS. Quand vous êtes non cadre, c'est 25%. Il faut dire que la fonction cadre et non cadre ne dépend pas forcément du niveau de salaire, ça dépend du poste que vous occupez au niveau de la structure et de l'architecture de la structure. Parce que les cadres, ce sont généralement les directeurs, ça veut dire ceux qui ont une équipe à gérer, et les cadres. Quand tu es directeur, tu es automatiquement cadre. C'est pas parce que tu as un gros salaire que tu es forcément cadre. Non, non, c'est parce que tu as une équipe, parce que le cadre, c'est l'encadrement. Tu as des gens qui sont sous ta coupe. C'est là que vous êtes cadre. Il y a le prélèvement à la source obligatoire sur les rémunérations des agents publics et les travailleurs du secteur privé au profit du Fonds de soutien patriotique. Donc, le décret 2024-0027 du 17 janvier 2024 institue une retenue obligatoire sur les rémunérations des agents publics et des travailleurs du privé au profit du Fonds de soutien patriotique durant la période de mobilisation générale et de mise en garde. Donc, on a une retenue de 1% qui est calculée sur les salaires nets qui est reversé. Donc, en tant qu'association, vous aussi, vous devez calculer les 1%. Il faut noter que cette retenue-là, il n'y a pas d'exonération. C'est-à-dire, même si vous touchez 1000 francs en termes de salaire, on calcule les 1%. C'est ce que la loi dit. La loi dit que quel que soit le montant que vous touchez, il n'y a pas de limite. Dès lors que vous touchez un montant en termes de salaire, le net, on applique le 1% et on retient. Donc, pour ce qui concerne spécifiquement les agents et les institutions publiques, on a 25% qui a été retenu pour les primes de motivation et les rendements. Donc, les droits de thème. Quoi d'abord les droits de thème? Le droit de thème est établi sur tous les actes présentés à la formalité d'enregistrement, les demandes, mandats, recours et autres actes devant les tribunaux émanant des contribuables en matière de contentieux fiscal. En général, tout document destiné aux actes civils et judiciaires et aux écritures peuvent être produits en justice et y faire foi. L'article 488 du CVI. Donc, sont soumis à un droit de timbre dû pour chaque document les actes suivants. On a 230 pour les mémoires, requêtes ou pétitions adressées aux administrations, à l'exception des demandes d'inscription aux examens et concours scolaires formulés par les élèves et aux établissements d'enseignement privé. Donc, dès lors qu'une association va produire ces actes-là, un mémoire, une requête, obligatoirement le droit de timbre lui est applicable. Mais maintenant, pour ce qui concerne les mémoires et factures excédant 25 000 francs produits par les comptables publics en justification de la dépense, les associations ne sont pas redevables. Comme ça, c'est une exonération contre le profit. Donc, l'enregistrement, c'est une formalité fiscale qui entraîne le paiement d'un droit perçu au profit du budget de l'État. Sont soumis à la formalité d'enregistrement les actes limitativement énumérés par la loi et les actes présentés volontairement à la formalité par les parties. Par les actes énumérés par la loi, nous pouvons citer quelques-uns. Les mutations d'immeubles et de droits réels, les ventes publiques de biens, parce qu'en fait, quand vous regardez les associations ou bien les projets, ils peuvent avoir ce qu'on appelle les ventes publiques, les ventes aux enchères. Donc, lorsqu'il y a une vente aux enchères, il y a obligatoirement des droits d'enregistrement à payer. Donc, on a les baux immobiliers. Lorsque une association va conclure un contrat de bail, elle doit l'enregistrer. On a les travaux immobiliers entre privés d'un montant de plus de 500 millions. Donc, ça, c'est une nouveauté de la loi de finances 2025. Qui dit que, parce qu'avant, quand vous prenez les contrats entre particuliers, par exemple, je suis une entreprise, j'ai un projet qui me consulte pour des travaux et que on signe un contrat, même si ça vaut plusieurs milliards, je ne suis pas obligé d'enregistrer. Il n'y a aucune obligation à la matière, à moins que le projet me demande d'enregistrer. Mais à partir de la loi de finances 2025, il est obligatoire pour les contrats de construction de travaux immobiliers d'un montant de plus de 500 millions de faire l'objet d'enregistrement. Non seulement le contrat doit faire l'objet d'enregistrement, mais aussi les actes connexes au contrat doivent faire l'objet d'enregistrement, à savoir les études architecturales, les honoraires de suivi, c'est-à-dire tout ce qui peut se rattacher de près ou de loin au marché doit faire l'objet d'enregistrement. Donc, l'objectif de l'État derrière, c'est de voir les entreprises qui ont
des activités avec des projets et qui ne déclarent pas. Parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont des activités avec des projets, ils vont déposer les factures, mais ils ne déclarent pas leur chiffre d'affaires, puisque ce n'est pas enregistré dans les bases de données de l'administration. Donc, ça, c'est une mesure que l'administration a introduite suite la loi de financement 25 pour élargir les recettes fiscales. Donc, vous, en tant que projet, quand vous aviez un contrat avec un privé et que c'est pour des travaux immobiliers, le montant atteint 500 millions, vous deviez demander à ce dernier-là de l'enregistrer. Donc, vous deviez payer que le contrat enregistré. Donc, si le contrat n'a pas fait l'objet d'enregistrement, alors, si vous le payez, vous pouviez avoir des problèmes parce que vous n'aviez pas respecté les mesures fiscales en vigueur. Et l'une des clauses des bailleurs, généralement, en matière de financement, c'est l'obligation de respecter la législation intérieure. Généralement, quand on a une convention, on dit de respecter la législation intérieure en matière d'impôt. On dit de respecter la législation intérieure en matière d'impôt. Donc, si vous n'exigez pas l'enregistrement de l'acte, après, s'il y a des difficultés, vous êtes responsable. On a les mutations à titre gratuit, les actes, les déclarations, les mutations à titre gratuit, une association qui donne à une autre association des biens, ou bien quelqu'un qui décide de céder, de donner un bien à une association, ce sont des mutations à titre gratuit, donc les actes doivent faire l'objet d'enregistrement. Les actes et déclarations soumis obligatoirement à l'enregistrement doivent en règle générale être présentés dans un délai d'1 mois à compter de la décérémonie. Ça veut dire, si on réalise l'acte aujourd'hui, vous avez 1 mois pour l'enregistrer, sous peine de pénalité. Si vous n'avez pas enregistré dans 1 mois, vous allez avoir des pénalités. Donc, pour les tarifs, on a pour les mutations à titre honoré, on a 5%. Pour les baux, prorogation de baux d'immeubles, l'assiette des droits est déterminée par le prix annuel hors taxe exprimée, augmenter des charges imposées aux locataires et sur la valeur réelle des biens loués. Si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Donc, on a les baux à usage commercial, on a 5%. Les baux à usage d'habitation, on a 3%. Les baux à usage d'habitation, on peut avoir un exemple, une association qui loue une maison pour son coordinateur, ou bien une ONG qui loue une maison pour son coordinateur pays. Donc, on va appliquer l'enregistrement à 3%. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle la TVA pour le compte de tiers. Bon, la TVA, de façon générale, c'est une taxe sur la consommation qui est due par les associations. Certaines associations qui sont reconnues d'utilité publique peuvent profiter d'une des taxes. On dit qu'ils vont avoir un document d'exonération. Dès lors que vous n'avez pas ce document d'exonération, les gens vont vous facturer la TVA. Et lorsque c'est au niveau local, le problème ne se pose pas parce que dès lors que c'est au niveau local, la personne qui votre fournisseur qui vous facture fait ressortir la TVA et vous payez. Maintenant, l'autre élément qu'on appelle généralement la TVA pour le compte de tiers, c'est lorsque vous, en tant qu'association ou bien en tant qu'entité à but non lucratif, vous êtes amené à faire des transactions avec l'extérieur. Pour ce qui concerne des biens immatériels, parce que quand ce sont des biens matériels, on a le franchissement du cordon douanier, comme le précise 1999 du CGI. Donc, on dit par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier au Burkina Faso pour la mise en consommation, qu'il s'agisse de marchandises provenant extérieures ou placées jusqu'alors sous un régime douanier suspendu. Donc, on assimile à des importations les prestations de services rendues par des non-résidents, les acquisitions de biens immatériels acquis auprès des non-résidents. Donc, la difficulté se pose à ce niveau. Quand ce sont des marchandises, vous passez le cordon douanier. Ça veut dire que vous apportez les marchandises à la frontière, vous faites la déclaration et vous entrez avec vos marchandises. Mais maintenant, lorsque ce sont des services, par exemple, vous, en tant qu'association, vous voulez construire votre siège, et vous prenez un architecte étranger. Donc, le gars, il vient avec sa valise, il vient, il vous livre les travaux, il vous livre le plan, et il repart, il vous facture. L'État n'a pas vu venir, puisque c'est une prestation. Quand votre prestataire est arrivé à l'aéroport, il n'a rien dit. Quand il est arrivé, il a franchi le cordon douanier, il n'a rien dit. Donc, du coup, on ne sait pas ce qu'il est venu faire. Maintenant, comme il va vous présenter une facture,
L'État dit, ah, si on se réfère à l'article 302, l'État dit que non. Si cette facture avait été faite par un Burkinabé, il vous aurait facturé la TVA. Donc, étant donné que c'est fait par un étranger et que l'étranger n'est pas au Burkina, vous, association ou autre entité que ce soit, vous deviez aller vous-même déclarer la TVA qu'on aurait dû vous facturer et reverser. Donc, c'est ça qu'on appelle généralement la TVA pour le compte du tiers ou bien la TVA auto-liquidée. C'est vous-même qui prenez la facture. Si la facture fait 1 million, vous allez calculer la TVA, ça fait 18% de 1 million, ça fait 180 000, et vous allez aller payer. Vous allez aller payer. Donc, si vous ne faites pas ce paiement, si toutefois il y a contrôle fiscal, l'administration est en droit de rappeler la TVA que vous aurez dû payer. Ça, quelle que soit la structure que vous êtes entreprise, vous êtes association, vous êtes tenu par cette obligation. Donc, ensuite, nous avions la taxe de résidence. C'est une obligation que beaucoup d'entre nous ne remplissent pas, alors que on est tous patriotes, oui, alors qu'on ne paye pas la taxe de résidence. Donc, la taxe de résidence est perçue au profit du budget de l'État des collectivités territoriales et s'applique à tout local effectué à l'habitation et situé dans une zone urbaine aménagée du Burkina, telle que définie par les textes en vigueur. La taxe est due par toute personne physique qui a la disposition de la gestion d'un titre privatif des locaux imposables, à quelque titre que ce soit propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit. Donc, vous et moi, nous sommes redevables de la taxe de résidence. Donc, chaque année, chacun doit aller faire sa déclaration de taxe de résidence et payer. Alors, chaque année, on doit faire la déclaration et payer. Donc, les personnes qui sont exonérées, on a le conjoint de la personne imposée. Donc, si vous êtes en couple, si votre mari paye, vous ne payez pas. Voilà, si votre mari paye, vous ne payez pas. Si l'un des deux paye, l'autre ne paye pas. Si c'est la femme qui paye, l'homme ne paye pas. On a aussi les personnes âgées de plus de 60 ans et ils ne sont pas redevables de la taxe. On a les élèves et les étudiants effectivement inscrits dans les établissements d'enseignement ou ne disposant pas de revenus professionnels. Donc, lorsque vous êtes élève étudiant et que vous êtes régulièrement inscrit et que vous ne disposez pas de revenus professionnels, il y a des étudiants qui travaillent. Donc, ils sont obligés de payer. Mais lorsque vous ne disposez pas de revenus professionnels, vous êtes exonéré de la taxe. On a aussi les appelés du Service national de développement, ceux du SND qui ne payent pas la taxe. Donc, bon, au-delà de la taxe, pourquoi on parle de la taxe? Parce qu'en fait, la taxe, c'est une obligation du salarié. Mais que l'administration, en cas de contrôle, peut demander à la structure s'il a veillé au respect. Parce que l'employé doit payer, certes, mais si l'employé n'a pas payé, l'association ou l'entreprise a l'obligation de retenir et d'aller verser. Parce qu'en cas de contrôle, l'administration peut demander à l'entreprise de payer. Donc, sanction pour l'employé, c'est-à-dire que vous soyez association ou entreprise, le non-respect des obligations déclaratives en matière de taxes de résidence est sanctionné par la taxation d'office du contribuable et la majoration de son imposition d'une amende égale à 25% du montant des droits simples sans être inférieur au double du tarif de base le moins élevé de la zone géographique. Donc, pour l'employé, si il n'a pas vérifié que son salarié a payé la taxe, si l'administration doit rappeler la taxe, elle va majorer la taxe de 25%, sans pour autant que cette majoration soit inférieure au double du tarif de base. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes une association, en cours d'année, si vous êtes comptable dans une association, en cours d'année, vous deviez demander aux gens d'apporter leur reçu de paiement de la taxe de résidence pour vous assurer qu'ils ont payé. Donc, sanction pour l'employeur, s'il s'agit de travailleurs salariés, une amende forfaitaire de 100 000 francs est en outre infligée aux employeurs, ordonnateurs, délégués ou sous-ordonnateurs du budget concerné pour le non-respect de leurs obligations. Donc, c'est ce qui est prévu pour la taxe de résidence. Après la taxe de résidence, nous avions les obligations en matière d'impôt sur le revenu foncier. L'IRF
est due par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de produits de location d'immeubles bâtis, maisons, usines, magasins, bureaux et autres, ou non bâtis occupés par des carrières, mines, y compris les revenus accessoires. Donc, les personnes locataires devant faire la retenue, ce sont les personnes relevant du régime réel d'imposition, l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les ONG, les projets, les représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les organismes internationaux assimilés. Tout débiteur qui n'aura pas effectué de retenue ou qui n'aura effectué que des retenues insuffisantes sera personnellement redevable de retenues non effectuées. En fait, ça, ici, c'est une obligation que l'État vous impose. Ça veut dire que l'impôt est assis sous le loyer. C'est le bailleur, en fait, qui supporte l'impôt. Mais l'État vous dit de retenir. Donc, si vous ne retenez pas, vous subissez la retenue. Ça veut dire que ça devient une charge pour vous. Parce que l'État va rappeler l'administration à travers l'administration fiscale, bien sûr. Donc, ensuite, nous avions les obligations en matière de retenue sur les sommes versées aux prestataires résidents. Donc, lorsque une association est fournisseur de services à un client, y compris la commande publique, et suivant l'article 207 et 226 du CGI, il est autorisé à effectuer une retenue à la source des débiteurs établis. Donc, lorsque l'association fournit des services de commande publique, on va lui faire une retenue. Ça, il n'y a rien à faire, on va lui faire une retenue. On va lui faire une retenue conforme à ce qui est prévu par la commande publique. Donc, généralement, la commande publique ou les livraisons de biens, on a 2%, les travaux 1%, les prestations de services 5%. Donc maintenant, pour ce qui concerne donc, avant, pour les prestations de services, c'était 20%. Quand une association déposait une facture, on devait lui retenir 20%. Mais avec la loi de finances 2025, ce taux a été ramené à 5%. Parce que les associations, quand ils déposent une facture, on doit les retenir 5%. Donc ça, c'est une nouveauté de la loi de finances 2025. Maintenant, lorsque le client est une entité non résidente au Burkina, sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, lorsque les débiteurs de rémunération ne sont pas domiciliés au Burkina, l'association est tenue de calculer et de reverser elle-même l'impôt afférent aux sommes qui lui sont payées à raison de 100% des sommes reçues. Ça veut dire que lorsque l'association fait une prestation au profit de quelqu'un qui n'est pas établi au Burkina Faso, alors l'association, quand elle reçoit ces revenus-là, l'association doit aller à la direction des impôts, déclarer 5% et payer. Parce qu'en fait, ces 5% sont le montant de l'impôt qu'on aurait dû prendre sur elle si le client était burkinabé. Et si le client était burkinabé, il allait lui couper 5%, suivant la loi de finances 2025. Maintenant, comme le client n'est pas burkinabé, c'est lui, en tant qu'association, c'est elle, en tant qu'association, qui doit aller faire la déclaration et faire la liquidation. Donc, c'est comme si c'est un impôt aussi auto-liquidé. Donc, c'est l'association qui part faire la déclaration. Donc, lorsque l'association est le client, ça veut dire que lorsque ce sont des fournisseurs qui donnent des marchandises ou bien des travaux à l'association, on va se référer aux conditions générales en matière de retenue à la source. Donc, quand il s'agit des travaux, c'est 1% que l'association doit retenir et reverser. Quand il s'agit des prestations de services, c'est 5% que l'association doit retenir et reverser. Et suivant la nature de la personne qui a fait la facturation, ces taux peuvent varier. Donc, on va rejoindre un peu la configuration générale des retenues à la source qu'avait présenté lors d'un webinaire mon collègue Balima Brachid ici. Donc, bon, sûrement, et on va faire référence à ça pour pouvoir avoir les retenues applicables. Parce que les retenues, les obligations en matière de retenue à la source sont les mêmes que vous soyez association ou entreprise. C'est juste parce que quand vous êtes une entreprise, une association, normalement, vous n'avez pas la visite fiscale. Et comme avant, vous ne déposiez pas d'impôt,
vous ne déposiez pas d'état financier, alors vous n'aviez pas, vous ne fait pas sentir certaines obligations. Mais maintenant que, et avec le système, il est obligé de d'établir des états financiers, bon, bien évidemment, les associations peuvent faire l'objet de contrôle et certains impôts peuvent être rappelés. Donc, c'est de vous outiller en matière de retenue à la chèque. Dans les obligations en matière d'IRCM, l'IRCM, ça aussi, c'est un élément nouveau et qui a une précision nouvelle qui a été apportée par la loi de finances 2025 pour ce qui concerne l'imposition des indemnités de fonction des membres du conseil d'administration et des associations. Quand on prend les associations, lorsque le conseil d'administration de l'association siège et qu'on leur attribue ce qu'on appelle les indemnités de fonction, les per diem, les jetons de présence, il est fait obligation d'appliquer une retenue de 10,5%. On n'a pas dit quand ça atteint tel montant. Donc, quel que soit le montant que vous allez donner, lorsque le conseil d'administration de l'association va se réunir, vous deviez retenir 12,5% pour reverser à la direction générale des impôts. Donc, ça, c'est une obligation pour les associations. Parce que généralement, quand les associations tiennent leurs AG, ils reversent les jetons de présent, chacun prend ses mètres maintenant. Quand vous êtes association et que vous aviez votre conseil d'administration, au moment de leur payer, vous deviez couper les 10,5%. Donc, l'impôt est dû au plus tard le 15 du mois suivant pour les sommes mises à distribution au cours du trimestre précédent. Donc, nous sommes au terme de la présentation. Nous allons ouvrir la fenêtre pour vos différentes questions et vos ajouts, vos apports. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur Ouédraogo pour cette belle présentation. La présentation était très enrichissante. Nous avons pu retenir les impôts et les obligations fiscales dues par les associations et les projets de développement. Nous allons ouvrir la vague des questions. Donc, ceux qui ont des questions ou des interventions peuvent lever la main. En attendant d'accorder la parole à ceux qui voudront bien la prendre, il y a quelques questions dans le chat. Il y a Monsieur Ézéchiel qui demande à ce que Monsieur Ouédraogo revienne sur l'obligation de tenir un registre des bénéficiaires effectifs par les organisations à but non lucratif. Il demande aussi si vous pouvez préciser la procédure et la documentation afférente, si c'est possible, bien sûr. Ensuite, Monsieur Michael Kienrebeogo demande est-ce que toutes les associations qui sont détentrices d'un numéro IFU sont d'office imposables à tous les impôts et taxes de leur régime? Sinon, quelles sont les exceptions? Actuellement, il y a une seule personne qui a levé la main. Monsieur Ouédraogo, est-ce qu'on prend la troisième question ou vous répondez d'abord aux questions dans le chat avant de lancer la vague des questions? Ok, je vais répondre aux questions dans le chat. Ok, d'accord. Donc, après, on va prendre les questions pour ceux qui voudront bien intervenir. Merci bien. En fait, les bénéficiaires effectifs et la tenue du registre des bénéficiaires effectifs, c'est une obligation du CGI qui vise à lutter contre le blanchiment des capitaux, qui vise à lutter contre le blanchiment du capital et l'utilisation du terrorisme. L'objectif poursuivi par cette déclaration, la tenue de ce registre, c'est de permettre à l'administration d'avoir un œil sur toutes les entités, à savoir exactement qui sont derrière ces entités-là. Par exemple, quand on prend ici pour les entités à but non lucratif, on va tenir ce qu'on va appeler le registre. Annuellement, on va tenir ce qu'on appelle le registre des donateurs, ceux qui nous donnent. Mais on va avoir l'ensemble des propriétaires de l'association. Qui sont ceux qui possèdent l'association? Voilà. Qui sont ceux qui ont mis l'association en place et qui sont ceux qui possèdent l'association?
Et pour ce qui concerne la déclaration, il y a un formulaire qui est prévu par l'administration fiscale et on renseigne les éléments suivant ce formulaire. Et en principe, cette déclaration doit être déposée auprès du greffe. C'est vrai qu'actuellement, c'est auprès de la Direction générale des impôts que l'on dépose, mais c'est les déclarations qui doivent être portées au niveau du greffe du tribunal. Donc, c'est essentiellement ça. L'idée derrière pour l'administration, c'est de savoir qui sont ceux qui sont derrière l'association. Qui est derrière l'association. Et le formulaire, c'est juste faire le point de ceux qui détiennent l'association, leur nom, leur prénom et leur adresse, pour qu'on puisse savoir tout sur eux, quoi. Un peu savoir si c'est pas des gens qui sont là pour nous financer ou bien c'est pas des gens qui sont c'est pas des personnes recherchées, c'est pas des personnes non grata, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la déclaration, comme je l'ai dit, c'est suivant un formulaire de l'administration. Il y a un formulaire propre que l'administration doit nous remplir, juste le formulaire et vous déclarer. Donc, j'espère avoir répondu. S'il y a des éléments, on pourra bien évidemment revenir. Et pour ce qui concerne la question 2 sur une association qui détient un numéro IFI, en fait, les associations n'ont pas d'impôt spécifique. Le seul impôt spécifique qui est propre aux associations, c'est la retenue 5% qu'on leur fait lorsqu'ils font des prestations. Maintenant, comme les associations n'avaient pas l'obligation de déposer un bilan, ils vont faire l'objet d'examen. En fait, les associations n'ont pas tendance à tenir compte des impôts qu'ils doivent retenir. Parce que ici, on parle, l'association n'est pas redevable réelle. Elle est redevable légale. C'est quoi la redevabilité réelle, la redevabilité légale? Par exemple, quand nous prenons les UTS, l'impôt sur le salaire, si vous êtes salarié, c'est vous le redevable réel de l'UTS. Parce que c'est vous qui supportez l'UTS. C'est sur votre salaire qu'on coupe l'UTS. Maintenant, lorsque vous êtes association et que vous retenez l'UTS, vous n'êtes pas redevable réel. Parce que ce n'est pas vous qui supportez l'UTS en tant qu'association. L'État vous a juste dit, comme c'est vous qui payez son salaire, il faut couper. Donc, en ce moment, vous, en tant qu'association, vous êtes redevable légal. Donc, on vous a dit de couper. Donc, si vous ne coupez pas, étant donné que le revenu a transité par vous, le jour qu'on va venir vérifier, on va vous prendre. Ça, c'est ce qui est prévu. Sinon, en matière d'impôts spécifiques, bon, les associations n'ont pas d'impôts qui leur sont spécifiques. C'est uniquement les 5%. Maintenant, c'est beaucoup plus précisé les éléments de contour sur la redevabilité légale. La redevabilité légale, c'est lorsque l'État vous dit de retenir des impôts sur un certain nombre de personnes ou sur un certain nombre de prestations ou sur un certain nombre de transactions. Donc, lorsque vous ne faites pas ça, vous devenez redevable réel. Parce que lorsque l'État va taper, on va taper sur vous. C'est un peu ça. Merci, Monsieur Ouedraogo, pour la réponse. On espère que Monsieur Michael Tienrebego a eu réponse à sa préoccupation. Monsieur Tienrebego, vous avez la parole. D'accord. Merci, mademoiselle ou madame Stella. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit bien. D'accord. Merci également à M. Ouedraogo pour la présentation et les éléments de réponse. J'ai bien écouté avec grand intérêt. Cependant, j'ai juste besoin d'une petite précision de plus sur donc les éléments de réponse qui m'a été donné. Alors, quand je prends le cas d'une société pour laquelle une association a réalisé une prestation, est-ce que cette société X-là doit retenir la retenue de 5% sur l'association? Monsieur Ouedraogo, vous pouvez répondre à sa préoccupation?
Lorsque une association a réalisé une activité au profit d'une société, bien sûr, la société doit faire la retenue. D'accord, d'accord. La société doit faire la retenue. D'accord. Merci bien, Monsieur Lao. Je suis complètement satisfait. Je vous en prie. Merci à Monsieur Kienrevergo. Nous laissons la parole à Monsieur Abdoulaziz Tagnagda. Veuillez poser votre question. Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit bien. OK. Merci au présentateur, M. Kaboré, pour la brillante présentation, qui est très enrichissante d'ailleurs. Je voulais poser une question par rapport à la retenue à la source. Il y a un cas pratique auquel on a été confronté. Il s'agit des agents de la fonction publique qui sont sollicités pour faire des communications au cours des ateliers. Et maintenant, pendant ces ateliers qui ont une durée entre 5 à 14 jours, il est prévu un forfait de communication journalier de 25 000 par jour. Donc, du coup, lors des audits, c'est 25 000 francs par jour de communication ont été payés comme si c'était des per diem. Mais il est ressorti que non, qu'en réalité, les 25 000 qu'ils perçoivent pour les frais de communication journalière s'apparente à un revenu supplémentaire. Donc, ces revenus devaient être imposés à la retenue à la source. Alors, dans ce cas de figure, quel est le taux qui est le plus adapté à pouvoir appliquer sur ces genres de revenus? OK. Voilà la question. C'est vrai que ça portait un peu polémique parce que certains disent que non, ce n'est pas imposable du moment où il est déjà assujetti à l'UTS normal et que les 25 000 francs par jour de communication, lorsqu'on fait le cumul sur la semaine ou les 2 semaines, c'est quand même un montant assez élevé. OK, je vois. C'est vrai que bon, quand on regarde sur ces questions, sur la législation fiscale, on a souvent, comme on appelle ça, des guides juridiques sur un certain nombre de points. Mais en tout cas, si je dois raisonner du côté de l'administration, ça va s'apparenter bien sûr à un revenu supplémentaire. Et en fait, normalement, ce qu'on va leur demander, parce que 25 000 francs pour la communication au Burkina, on va se dire que c'est beaucoup. Voilà. Parce que si c'est des per diem, on va se dire qu'on va donner un montant qui est acceptable et qui rentre dans les grilles. Maintenant, comme la personne n'est pas de la structure, la personne ne relève pas de la structure. Ça veut dire, on lui paye pour ça. Voilà, la personne ne relève pas de la structure, on ne peut pas parler de per diem, c'est son intervention qu'on paye. Absolument. On a déguisé, c'est comme si on a déguisé son intervention en revenu. Donc, normalement, en fait, la personne doit déposer une facture en bonne et due forme et on doit lui faire une retenue de 10% parce qu'il est salarié de la fonction publique. D'accord. Voilà, normalement. Maintenant, il doit justifier le fait qu'il soit salarié par des éléments. Généralement, les titres fiscaux ont un élément de ce genre pour justifier qu'il est vraiment salarié. Parce que la retenue de 10% est conditionnée par le fait que vous soyez salarié. OK. D'accord. Merci pour cet éclairage. Je vous en prie. Merci bien, Monsieur Abdoulaziz. Nous allons passer la parole à Monsieur Abdul Rachid Balima. Monsieur Balima. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup pour la parole. Merci à M. Ouedraogo pour la présentation. Et moi, je vais revenir un peu sur la TVA pour compte de tiers. Parce que, bon, à la matière, je sais que le principe là, et ça doit devenir neutre pour l'entreprise au fait qu'il paye cette TVA-là. Mais dans le cas de l'association, je comprends ici que l'association est considérée comme un consommateur final. C'est-à-dire que c'est l'association en quelque sorte qui supporte cette TVA-là. Vu qu'elle n'a pas de possibilité de déduire
cette TVA payée, ou bien un mécanisme de demander un remboursement? Bon, en fait, pour ce qui concerne la TVA pour les comptes de tiers, en fait, c'est par l'abus de langage qu'on dit que la TVA est neutre. Parce qu'en vérité, la TVA n'est pas neutre. La TVA n'est pas neutre dans la mesure où, même lorsque vous êtes une entreprise, si l'opération que vous êtes en train de réaliser ne concourt pas à facturer de la TVA, si vous subissez de la TVA pour cette opération, elle n'est pas déductible. Voyez-vous, par exemple, qu'une entreprise qui est dans le solaire et qui, par exemple, dans la production solaire, il n'y a pas de TVA. Qui vend des éléments solaires, il n'y a pas de TVA. Mais si, par exemple, il fait appel à un expert comptable pour établir ses états financiers, il lui facture la TVA. Cette entreprise ne pourra pas récupérer sa TVA. Donc, la TVA n'est neutre que lorsque elle concourt à réaliser, lorsque l'activité sur laquelle porte la TVA concourt à réaliser de la TVA. Donc, pour l'association, si l'association a une prestation qui est soumise à la TVA pour le compte de tiers, ça ne sera pas neutre. Maintenant, si l'association est reconnue d'utilité publique et que l'association a la détaxe, en ce moment, elle fait la déclaration, mais elle ne paye pas. Parce qu'il y a la détaxe, il y a son certificat d'exonération. Mais ce qu'il faut aussi, il ne faut pas assimiler l'obligation de déclaration à l'obligation de paiement. Parce qu'en matière de TVA, si on prend les TVA exonérés, il y a certaines TVA que vous êtes tenu de déclarer. Par exemple, les TVA payés par avis de crédit, vous êtes tenu de déclarer, même si vous ne payez pas. Parce que l'objectif derrière, c'est quoi? C'est vrai que les gens voient beaucoup plus l'aspect financier. Non, mais c'est pas ça seulement. Parce qu'il y a non seulement l'aspect financier, mais il y a la mesure, l'estimation de la mesure. Ça veut dire qu'est-ce que l'État perd en termes de détaxe. Qu'est-ce que l'État perd? C'est-à-dire, pour avoir détaxé un certain nombre de structures, qu'est-ce que l'État perd en matière de ressources? On a besoin de savoir ça aussi pour les statistiques nationales. Donc, du coup, il ne faut pas forcément confondre l'obligation de déclaration et l'obligation de paiement. Monsieur Balima, si c'est bon, nous allons passer la parole à Madame Awa Kene. En attendant, Monsieur Kenko Abdoulaye Fayama, veuillez intervenir. Madame Awa et Monsieur Fayama, si vous n'êtes pas, bon, si vous n'avez pas de préoccupation, nous allons donner la parole à Monsieur Ezekiel. Oui, merci. Bonsoir encore. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, ma question porte sur, par exemple, pour une association qui décide par exemple, de tenir la comptabilité, le suivi, l'évaluation, décide de prendre des prestations sur les revenus que ces prestataires-là reçoivent. Oui, nous vous recevons. Madame Awa, veuillez poser votre question. Oui. On vous en... Ah, ok. Je disais que ma question porte sur les retenues. Pour une association qui décide de prendre et pour la personne chargée de suivi, évaluation et comptabilité, comme des prestataires, en ce moment, à combien pourcent on opère des retenues sur les revenus de ces personnes-là? Bon, déjà, ça dépend de la qualité de la personne. Est-ce que c'est une entreprise ou bien c'est une personne physique? Après, si c'est une personne physique, est-ce que c'est une personne physique immatriculée, salariée ou non? Donc, si par exemple c'est une entreprise que vous avez pris comme prestataire, on dit entreprise. Oui, une personne physique. Ok, une personne physique. La personne est salariée ailleurs, ou la personne n'est pas salariée ailleurs. Si la personne est salariée ailleurs et que la personne peut le justifier,
à travers une facturation et les documents suivants avec, parce que les salariés peuvent se faire immatriculer auprès de DMEC 4 Oui. pour avoir un IFU salarié. Si la personne vous facture avec un IFU salarié, vous lui retenez 10%. Oui. Dans le cas contraire, vous devez lui Oui. retenir 25%. OK. Mais au cas où la... Si la personne ne peut pas justifier de son état de salarié, on lui retient 25%. Oui. C'est ça. On lui retient 25%. 5%. Dans le cas où la personne n'est pas salariée ailleurs. C'est ça. Oui, oui. Ah, d'accord. Merci. Merci. Oui, Fayama est là. Oui, Monsieur Fayama. Ok. Bonsoir à tous. Merci aux présentateurs et au cabinet aussi pour l'initiative. Ok, moi je reviens sur le calcul des IPS. Bon, c'est vrai que c'est une question qui va sembler peut-être assez basique. C'est concernant les dotations généralement qu'on donne au niveau des structures, dotations en carburant, en communication et autres. Est-ce que, mon inquiétude, est-ce que ça doit faire partie on doit tenir compte de certains des avantages en nature? Parce que nous, on a eu récemment le débat, parce qu'on le fait depuis, mais on ne prend pas compte. Mais il y a un qui a attiré notre attention, bon, on en a discuté, mais bon, j'aimerais aussi avoir l'avis de l'expert. Est-ce que ça doit être pris en compte comme avantage en nature dans le calcul de les dotations qu'on donne généralement aux jeunes dans les Oh oui, ça doit être pris en compte. Parce que les dotations, c'est des indemnités. Il y a deux cas de figure. Si, par exemple, la structure met à votre disposition un téléphone uniquement pour les activités de la structure et qu'on a une flotte pour la communication de tout le monde, en ce moment, ça ne fait pas partie de votre salaire. Mais si la dotation vous est personnelle, on ne peut pas s'assurer que vous aviez consommé tout dans le cadre de vos activités. Donc, c'est un avantage qu'on vous a accordé. C'est un élément de votre salaire. Et on doit l'intégrer dans la base de calcul de l'IPS. Ah ouais, d'accord, d'accord. Donc, le raisonnement, c'est ça. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Parce qu'il y a deux éléments. Par exemple, si la structure met en place des flottes et qu'on lui facture mensuellement, on sait que la structure surveille, on sait que c'est le travail, c'est pour le travail uniquement. Effectivement. Mais si la structure dit, bon, je vous donne 10 000 francs par mois pour la communication, c'est une indemnité. Oui, c'est le cas. Voilà. Okay. Donc, ça va être interprété comme des indemnités. Et comme les indemnités ne sont pas exonérées à 100%, ils vont rentrer dans la base de calcul. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. On a pris note. Merci. Merci, Monsieur Fayama. Monsieur Ezekiel, vous aviez une autre question? Oui, oui. Okay, Merci, je reviens encore. Et voilà, ma question est relative à la retenue à la source, sauf erreur de compréhension de ma part. Sinon, j'ai pu comprendre, M. Drago, que pour les prestations faites par les non-résidents, l'association doit couper 5% et reverser. Ou bien cela est différent du taux de 20% qui est applicable au niveau des structures à but lucratif, à moins que je n'ai pas bien compris cette partie. Merci. OK, pour les prestataires, pour les prestations faites par l'association à un non-résident. Oui, oui. Monsieur Edragon ne vous entend plus. Excusez-moi. Monsieur, oui. Pour les retenues faites par les non-résidents, pour les retenues faites à l'association, on a de deux types. Lorsque l'association fait une prestation au profit d'un résident, on va lui faire une retenue de 5%. Avant, c'était 20% pour les associations. Maintenant, lorsque l'association fait à un non-résident, quelqu'un qui est à l'extérieur du Burkina,
la personne ne va pas retenir puisque la personne n'est pas soumise à la fiscalité burkinabé. Donc, la personne va lui virer 100% de sa prestation. Donc, lorsque la personne va lui virer 100% de sa prestation, alors l'association va aller reverser les 5%. Maintenant, dans l'autre cas, si le prestataire de l'association n'est pas burkinabé, on entre dans les conditions générales de retenue à la source. Si le prestataire de l'association n'est pas burkinabé, n'est pas dans l'espace UOMOA, n'est pas dans l'espace CEDEAO, on va lui retenir. L'association a l'obligation de lui retenir 20% et de reverser. Si le prestataire de l'association est dans la zone CEDEAO et non UOMOA, on va lui retenir 10%. Et lorsque le résident de l'association est dans la zone UOMOA, sous réserve de la présentation de son attestation de domiciliation fiscale, l'association ne va pas faire de retenue. Donc, il faut situer qui est la personne qui nous facture ou dans quelle zone il se situe pour pouvoir apprécier le montant de la retenue. Maintenant, lorsque c'est l'association qui doit subir la retenue, c'est là qu'on dit que quand c'est au niveau national, c'est 5%. Et même si c'est au niveau international, quand l'association va recevoir l'argent, comme elle aurait dû payer 5% au niveau local, elle va aller déclarer les 5% est payé. Ok, merci beaucoup. C'est le dernier détail qui m'intéressait. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci, Monsieur Ézéchiel. Nous allons prendre la question de Monsieur Aruna Sawadogo. Bonsoir à tous et merci à Monsieur Ouedraogo pour la présentation. Mon intervention, ça sera sur 2 points, notamment premièrement les droits d'enregistrement. Je n'arrive pas à bien cerner. Et deuxièmement, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du webinaire, dans les factures normalisées. Parce que dans la pratique, on a eu à avoir des fournisseurs qui n'ont pas de sticker. Maintenant, ils disent qu'au niveau des impôts, on dit qu'ils n'ont pas droit au sticker. Je ne sais pas. Merci. La deuxième question, vous pouvez répéter? La deuxième question, c'est les factures normalisées, notamment les stickers. Ok. Est-ce que toute entité qui a un IFI a droit à un sticker? Ok, bien. Pour ce qui concerne les droits d'enregistrement, c'est essentiellement pour un certain nombre d'actes qui sont définis par la législation. Généralement, ce qu'on rencontre le plus, c'est ce qui concerne le bail, le contrat de bail. Donc, lorsque l'association va conclure un contrat de bail, elle est tenue d'enregistrer ce contrat de bail auprès de à la direction des impôts. Ça, c'est une obligation. Maintenant, hormis ça, il y a un certain nombre d'actes. Lorsque l'association les accomplit, elle est tenue de les enregistrer. Par exemple, les ventes aux enchères publiques, les mutations gratuites, un certain nombre de points comme ça, qui sont prévus par la loi. Donc, lorsqu'on fait ça, c'est obligatoire d'enregistrer. Maintenant, la nouveauté, c'est quoi? C'est l'obligation pour l'association de faire enregistrer ses fournisseurs un certain nombre de prestations. Et la loi de finances 2025 a dit que lorsque l'association conclut un marché avec conclut un marché de plus de d'au moins 500 millions pour la construction d'un immeuble ou pour des travaux immobiliers, elle doit faire enregistrer ce marché-là par son prestataire. C'est-à-dire le fournisseur qui a eu le marché-là. On doit lui faire enregistrer le marché. Ça, c'est l'obligation nouvelle. Sinon, en matière d'autres obligations, en matière de droit d'enregistrement, il n'y a pas de nouveauté en tant que tel. Maintenant, quand on prend ce marché de 500 millions, toutes les activités connexes, à savoir les travaux architecturaux, le suivi, tout ce qui va avec la doit faire l'objet d'enregistrement aussi. Donc ça, c'était pour le premier point. Maintenant, pour ce qui concerne la facture normalisée, une entreprise qui a un numéro IFU et qui est en règle vis-à-vis de l'administration fiscale doit pouvoir bénéficier du sticker. Donc, si l'administration n'a pas de sticker, c'est que la structure n'est pas en règle vis-à-vis de la loi. Soit son IFU a été désactivé,
ou quelque chose d'autre. Et bon, je profite à attirer votre attention sur la question. Quand vous recevez une facture, il faut scanner le IFU. Il faut scanner le sticker du moins. Quand vous scannez le sticker, ça va vous préciser exactement la personne qui a acheté le sticker. Est-ce que c'est l'entreprise ou bien il a utilisé le sticker de quelqu'un d'autre? Parce qu'on a rencontré des cas là où des gens ont utilisé des stickers d'autres personnes pour faire les factures. Donc, en ce moment, ça ne passe pas. Vous pouviez aussi vérifier le numéro IFU de la personne. Vous pouviez trouver que son numéro IFU n'est pas actif. Pour la vérification, c'est assez simple. Vous partez sur Internet, vous mettez IFU en ligne et vous saisissez son numéro IFU, vous faites la recherche. Ça va vous présenter les informations sur lui. Donc, s'il n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, on peut dire que l'IFU n'existe pas ou l'IFU a été désactivé. Donc, ça peut permettre de savoir avec qui vous traitez. Sinon, de façon générale, quand quelqu'un est en règle vis-à-vis de la loi, il ne peut pas manquer de factures normalisées. Ok, merci bien. Merci, Monsieur Aruna. Merci, Monsieur Abdul Kabirou Ouedraogo. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne puisse clore ce webinaire? Ok, ce que je vais ajouter, c'est que de façon générale, l'association n'a pas d'obligation d'impôt qui est spécifique. Les comptables d'association doivent juste faire attention à la redevabilité légale. Parce que c'est l'élément le plus important, la redevabilité légale. La plupart des actes que les entreprises subissent, c'est pas parce qu'ils sont redevables réels, ils sont redevables légales. Ça veut dire l'État vous dit que parce que vous êtes en train de travailler avec un tel, il faut faire ça. Donc, du coup, vous, en tant qu'association, vous êtes obligé. Si vous ne le faites pas, lorsqu'il y aura un problème, on va prendre sur vous. C'est exactement ça. C'est surtout ce point-là. Parce que sinon, il n'y a pas d'impôt qui vise spécifiquement les associations. Il n'y en a pas. Sauf, bien sûr, les 5% pour leurs contributions. Donc, merci, monsieur Ouedraogo, pour cet ajout. Il y a monsieur Bourima Sawadogo, expert comptable, associé gérant du cabinet, qui voudrait intervenir. Monsieur Sawadogo, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le présentateur, M. Abdul Kabirou, pour le temps consacré, pour les échanges, pour le partage d'expériences, le partage de connaissances. Que Dieu continue de vous élever, de vous bénir. Et on espère que ce n'est que le début et que d'autres possibilités s'offriront à nous pour qu'on puisse encore partager nos connaissances avec la grande communauté. Je remercie aussi tous ceux qui ont consacré du temps. Je ne suis pas la voix autorisée. Il est évident que c'est la modératrice, mais je tenais quand même à remercier particulièrement le présentateur pour la disponibilité et puis pour les échanges. Et à faire un petit complément, parce qu'il y a eu des cas où des associations ont été redressées sur des impôts conventionnels. Parce que le Code des impôts dit clairement que si une association mène des activités lucratives, puisqu'a priori, l'objet de l'association, c'est des activités à but non lucratif. Mais on se retrouve à avoir des associations qui réalisent des activités qui rentrent dans le champ d'application de certains impôts, qu'il s'agisse de l'IS ou qu'il s'agisse bien entendu du BNC ou qu'il s'agisse de l'IVICA. Donc, il faut clairement faire attention à cette dimension-là parce que certaines entités, même, on leur a redressé pour la TVA pour la simple raison que le type d'activité qu'elles mènent qui rentre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, etc., se retrouve à dépasser le niveau de 50 millions exigé pour passer au réel normal. Et donc, elles ont continué à réaliser des activités sans facturer de la TVA. Donc, a priori, ces situations-là, on peut les rencontrer sur le terrain. Et en complément de ce que le présentateur vient de dire, il faudra bien entendu que nous soyons vigilants et que, éventuellement, si nous sommes dans des circonstances ou dans des contextes pareils, que nous puissions attirer l'attention de la hiérarchie parce que les impôts sont devenus très virulents, très regardants sur ces questions-là. Derrière, elles peuvent en venir, ou bien ils peuvent en venir à identifier des cas pour lesquels nous sommes un assujetti, pas forcément un redevable légal, mais un redevable réel sur certaines dimensions. Et de ce point de vue, nous pourrions bien entendu subir le redressement et puis devoir payer non seulement des droits simples, mais aussi des pénalités. C'est la petite contribution que je voudrais faire. Et ajouter aussi que en matière de droit d'enregistrement, l'enregistrement, même s'il n'est pas obligatoire, volontairement, tout acte peut être soumis à l'enregistrement.
C'est-à-dire que les actes privés peuvent être soumis à l'enregistrement parce que la formalité d'enregistrement permet d'accroître la sécurité juridique des actes. Donc, que ce soit un enregistrement notarié ou bien un enregistrement aux impôts, bien entendu, ça permet de renforcer la crédibilité de l'acte qui a été pris en partie, même si c'est des actes privés qui ne sont pas obligatoirement soumis à l'enregistrement. Merci. Merci Esther Savadogo pour cet apport très riche. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Avant de le clôturer, nous remercions. Nous disons un grand merci à Monsieur Abdul Kabirou Ouedraogo qui a bien voulu animer ce webinaire et partager son expertise et son expérience. Nous remercions également Monsieur Justin Ouedraogo, Monsieur Dukil Monchoy, tous ceux qui sont dans la régie et qui nous aident quand même à avancer, à organiser régulièrement les webinaires. Nous rappelons que nos webinaires se déroulent hebdomadairement. Toutes les semaines, nous avons un webinaire sur différentes thématiques. Vous êtes expert dans un domaine en lien avec la gestion des entreprises. N'hésitez pas à nous contacter pour partager votre expérience et votre expertise au cours de ce rendez-vous hebdomadaire. Dans le chat, vous allez voir les liens pour la chaîne YouTube, les liens pour intégrer les différents groupes WhatsApp de futurs alliés. Pour aller loin et en savoir plus sur d'autres thématiques, vous pouvez suivre la chaîne YouTube. Il y a à chaque fois les replays des différents webinaires qui y sont disponibles. Nous vous remercions, vous, tous les participants qui ont bien voulu suivre ce webinaire et vous disons à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Moi, c'est Stella Vodono Huenu. Merci, au revoir. Merci, au revoir et à la prochaine.